Ça fait plaisir d'avoir vu Bachar renversé. J'aimerais bien un jour voir le régime algérien renversé, vous voyez. Ah oui. Ah bah oui. Non mais c'est n'importe quoi. Ils prennent quelqu'un de 80 ans parce qu'il écrit. Voilà où nous en sommes arrivés. La chute de l'Algérie est souhaitée. Parce qu'elle a osé arrêter, et à juste titre, Boualem Sansal. Mais pourquoi un tel acharnement pour la libération d'un simple écrivain, comme certains aiment à le qualifier? La réponse est bien plus complexe, bien plus sombre que ce qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, CNM+, va vous révéler des vérités glaçantes, des vérités qui dérangent, qui bousculent les certitudes. Qui est vraiment Boualem Sansal? Un simple écrivain, comme certains le prétendent? Un imposteur, comme l'a qualifié le président Tebboune? Ou bien quelque chose de bien plus grave, de bien plus insidieux? Bienvenue sur CNM+. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une question qui brûle les lèvres de tous. Pourquoi un tel acharnement de la France pour la libération de Sansal? L'Algérie que nous aimons tant, et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires, entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Alors qu'ils savent pertinemment que, même détenu en Algérie, il ne court aucun risque pour sa santé. En réalité, il est pris en charge à l'hôpital Mustapha Bacha, entouré des meilleurs professeurs du pays. Alors, de quoi ont-ils vraiment peur? De sa santé? Ou plutôt de ce qu'il pourrait révéler s'il se mettait à parler? Il y a 6 jours, une vidéo a surgi sur les réseaux sociaux. Une vidéo troublante, dérangeante, qui montre Sansal lors d'une visite en Israël en 2012. Filmée à son insu, vraisemblablement par le Mossad. En la visionnant pour la première fois, nous avons été frappés par sa divulgation à ce moment précis. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette vidéo ressort-elle aujourd'hui? Après vérification de son authenticité, nous vous invitons à découvrir des extraits de cet enregistrement. Des extraits qui en disent long sur cet homme, mais aussi sur l'Algérie. C'était il y a 10 ans, non, un peu plus. 97, voilà. J'étais directeur général de l'industrie et quelqu'un m'appelle de Genève. Il s'appelle Nicolas Moretti. Et Nicolas Moretti, c'est le patron du forum Davos. Que je connais. Alors, il me dit, voilà, j'ai appris que tu viens d'être nommé directeur général de l'industrie. Il me dit, c'est formidable, etc. Et j'espère que tu vas nous aider à faire en sorte que l'Algérie, cette année, vienne à Davos. Jamais l'Algérie n'a été à Davos. Dans cette vidéo, Boualem Sansal révèle des détails troublants. Il raconte qu'en 1997, alors qu'il était directeur central au ministère de l'Industrie en Algérie, il a rencontré Benjamin Netanyahou lors du forum de Davos. Un forum auquel l'Algérie, dirigée à l'époque par Yamin Zeroual, participait pour la première fois. Et devinez qui se vante d'avoir été l'instigateur de cette participation? Boualem Sansal lui-même. Fier de son rôle, il affirme que c'est grâce à lui que l'Algérie a finalement accepté de se joindre à ce rendez-vous économique mondial. Mais ce n'est pas tout. Une fois sur place, Sansal a été mis en contact avec des membres de la délégation israélienne, dont le ministre des Finances de l'époque, un certain Benjamin Netanyahou. Oui, celui-là même qui est aujourd'hui accusé de génocide à Gaza. Les interlocuteurs de Sansal lui ont alors demandé d'œuvrer discrètement pour rapprocher l'Algérie de l'entité sioniste. Une mission qu'il semble avoir acceptée, en toute discrétion, sans faire de vagues. Mais creusons plus loin. Comment se fait-il que l'Algérie, alors au bord de la faillite en plein décennie noire, ait été invitée à un forum réservé aux leaders mondiaux de l'économie? Une question qui mérite une réponse. Le contexte de l'époque, en 1994, l'Algérie, alors il y avait la guerre civile, les islamistes, 200-300 morts par jour. Le fils, oui. Nous étions en cessation de paiement, on n'avait pas d'argent, ruinés, la famine guettait. En réalité, rien d'étonnant.
C'est précisément dans ces moments de faiblesse que les nations sont les plus vulnérables. Et c'est dans ces moments que les prédateurs agissent. Israël a vu une opportunité, une brèche à exploiter. Une approche subtile, mais bien réelle. Certains, même des opposants algériens, répètent sans cesse que l'État algérien invente des complots imaginaires. Mais aujourd'hui, vous allez voir que ces complots sont bel et bien réels. Sansal lui-même le reconnaît. L'organisation du Forum Davos organise ces machins secrets. Et un jour, à un moment donné, donc Nicolas Moretti m'appelle et me dit, écoutez, voilà, parce que l'organisation du Forum Davos organise des machins secrets par en dessous. Puis il raconte une anecdote révélatrice. Lors de ce forum, les Israéliens l'ont approché pour lui demander une simple rencontre entre Netanyahou et le ministre algérien. La réponse de Sansal en dit long sur l'Algérie. Une simple rencontre avec Netanyahou pourrait provoquer une crise cardiaque chez les Algériens. Il m'appelle, il me dit, on a reçu une information, voilà, les gens, les Israéliens m'ont approché et ils m'ont dit, on voudrait rencontrer le ministre de l'Industrie. Et Netanyahou, à l'époque était chef de gouvernement, voudrait rencontrer ton ministre. Si je lui dis ça, il va, crise cardiaque, il va mourir. Bien que cette anecdote ait fait rire ceux qui étaient présents avec lui ce jour-là, elle révèle surtout une méconnaissance profonde de l'Algérie et de ses principes. Même en pleine crise, même au bord du gouffre financier, l'Algérie a refusé de plier. Imaginez un instant, n'importe quel autre pays, dans une situation aussi désespérée, aurait sauté sur la moindre aide financière, même si elle venait d'Israël. Mais pas l'Algérie. Elle est restée fidèle à ses principes, intransigeante, inébranlable. Ils garantissent le secret absolu. Ça ne sortira jamais, il veut te passer un message. J'insiste, il appelle son gouvernement finalement. Le chef du gouvernement refuse. J'insiste, ça remonte au président. Le président refuse. Bon, donc, fin de l'histoire. Le lendemain, Nicolas Moretti revient vers moi, il me dit est-ce que toi, tu accepterais de recevoir quelqu'un de la délégation israélienne pour passer le message? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est donner un message, après vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre dans un tiroir, le déchirer, y réfléchir, faites ce que vous voulez. Même lorsque le secret absolu lui était garanti, même lorsque la détresse économique menaçait de tout emporter, l'Algérie a dit non. Pas de rencontre, pas de lettres, pas de compromis. Une position ferme, claire et sans équivoque. Une position qui en dit long sur la dignité d'une nation, sur sa résilience, sur son refus catégorique de vendre son âme, quel qu'en soit le prix. Alors, permettez-nous de poser cette question à tous les détracteurs de l'Algérie. Si en 1997, alors que l'Algérie était à genoux, vous n'avez pas réussi votre coup, comment pensez-vous réussir aujourd'hui, alors que son économie est en plein essor, que ses dettes sont remboursées, et que sa résilience n'a jamais été aussi forte? Surtout qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, le peuple algérien est plus éveillé que jamais. Il est devenu le premier rempart contre ces attaques. Le jour où ce même peuple a voulu mettre fin au règne de Bouteflika, il s'est levé comme un seul homme, spontanément, sans aucune manipulation externe. Aujourd'hui, ce même peuple est corps et âme derrière ses dirigeants. Pas parce que ces derniers sont parfaits, non. Mais simplement par fierté. Par refus de laisser des étrangers leur dicter la marche à suivre. Pour les Algériens, le linge sale se lave en famille. Revenons maintenant au cas de Boualem Sansal, une figure aussi énigmatique que controversée. Bien que les Israéliens aient essuyé un refus catégorique de l'Algérie lors du forum de Davos, leur réputation de persévérance et de détermination laissait peu de doute. Ils ne lâcheraient pas l'affaire si facilement. Ils avaient trouvé une brèche, une faille sur laquelle s'accrocher, Boualem Sansal lui-même. Et ce qui renforce cette hypothèse, c'est sa reconversion soudaine et inexplicable, survenue juste après ce forum en 1997. Une transformation qui ne manque pas de soulever des questions troublantes. En effet, Boualem Sansal, après une formation d'ingénieur à l'École nationale polytechnique et un doctorat en économie, avait mené une carrière des plus impressionnantes, enseignant, consultant et haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie algérien. Un parcours brillant,
ancré dans le concret et la technicité. Pourtant, du jour au lendemain, après son retour de Davos, il décide de se lancer dans l'écriture. Un virage radical, presque inexplicable, sans aucun lien apparent avec sa formation initiale ou ses expériences professionnelles. Pourquoi ce revirement? Qu'a-t-il vécu à Davos pour opérer un tel changement de cap? Le choix du timing de cette reconversion est pour le moins suspect. A-t-il été recruté, lors de ce forum? Le statut d'écrivain serait-il devenu sa nouvelle couverture, un masque derrière lequel se cacherait une mission plus obscure? La suite de sa carrière rend cette hypothèse plus que plausible, voire troublante. Dès 1999, il publie son premier roman, Le Serment des barbares, qui reçoit le prix du premier roman et le prix Tropique. Un succès immédiat, presque trop fulgurant pour un novice. Sansal est invité à des festivals littéraires en France et en Allemagne, multipliant les rencontres avec ses lecteurs et les cercles intellectuels. Puis, les ouvrages s'enchaînent à un rythme effréné. Dis-moi le paradis en 2003, Araga en 2005, Poste restante, Alger en 2006, Petit éloge de la mémoire en 2007, Le village de l'allemand en 2008 et 2084, La fin du monde en 2015. Une véritable machine à écrire, lui qui n'avait jamais rien publié avant 1997. Comme s'il avait reçu une mission, une révélation à Davos, qui l'aurait propulsé dans cette nouvelle voie. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que ces ouvrages ont reçu plus d'une vingtaine de prix et de distinctions. Pourtant, lorsqu'on s'intéresse de près à ses écrits, on comprend vite que ce ne sont pas vraiment ses œuvres qui sont récompensées, mais plutôt sa personne. Car ses écrits, en réalité, ne sont pas extraordinaires. Ils sont même banals, manquant souvent de profondeur littéraire. Mais on l'encourage à continuer dans cette voie. Pourquoi? Parce que le point commun de toutes ses œuvres, c'est de dénigrer systématiquement tout ce qui est algérien. Il va même jusqu'à regretter la période coloniale, un discours qui ne manque pas de susciter la polémique. Dans ses livres, il critique et attaque constamment l'islam, un discours qui, comme on le sait, est très encouragé par certains cercles occidentaux. Pourquoi en France on parle toujours de djihadisme, d'islamisme? Le problème c'est pas l'islamisme, c'est quelque chose de marginal. Le problème c'est l'islam. L'islam est une religion qui a raté, il y a 14 siècles, son entrée dans le temps, dans le mouvement du monde. D'ailleurs, Éric Zemmour le cite régulièrement comme référence lorsqu'il s'attaque à l'islam. Une coïncidence? Ou une stratégie bien orchestrée? Donc, non seulement Sansal a eu une révélation à Davos, mais cette révélation lui a dicté d'écrire uniquement contre l'Algérie et contre l'islam. Un positionnement qui ne manque pas d'éveiller les soupçons. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'en Algérie, ses livres ont souvent été censurés, voire détestés par les Algériens qui connaissent ses œuvres et ses déclarations. À l'image de ce Tarki 2.0 qui, il y a quelques années, alors qu'il vivait encore en Algérie, appelait à l'arrestation de Boualem Sansal pour ses propos critiques envers l'Algérie. اليوم يخرج لك كاتب جزائري مقيم بالجزائر بوعلم صنصال ويقول الكلام مثل هذا ويسكت عن هذا الأمر ولا تتم متابعته قضائيا ولا أي شيء لأن هؤلاء الأشخاص محميون محميون أولا من فرنسا. Aujourd'hui, après avoir obtenu le statut de réfugié politique en France, le voilà qui se proclame fervent défenseur du même Sansal, celui-là même qu'il voulait voir emprisonné. Quel revirement étonnant, où les convictions semblent s'adapter aux circonstances, révélant une contradiction aussi flagrante que troublante. Une volte-face qui interroge sur les motivations réelles de ses prises de position. Et lorsqu'on l'écoute, on voit clairement que Sansal déteste l'Algérie. Pourtant, malgré tout cela, il décide de rester vivre en Algérie. Pourquoi? Alors qu'il pourrait facilement s'installer où il le souhaite, même en Israël, où ses idées seraient accueillies à bras ouverts. Alors, pourquoi rester en Algérie, dans un pays qu'il critique avec tant de virulence? D'où notre hypothèse. Boualem Sansal serait-il un agent au service du Mossad, voire de la DGSE française? L'écrivain ne serait-il qu'une couverture, un masque derrière lequel se cache une mission bien plus complexe? Et serait-il obligé de rester en Algérie pour accomplir cette mission? Aujourd'hui, les Français ont tellement peur qu'ils se mettent à parler qu'ils font tout pour le protéger, voire le libérer de toute pression. Une protection qui en dit long sur les enjeux cachés derrière cette figure littéraire. Bien que pratiquement toute la classe politique française se soit mise à réclamer la libération de Boualem Sansal, une question se pose. Combien d'entre eux connaissent réellement cet homme et ont lu ses œuvres? La réalité est que beaucoup surfent simplement sur la vague de l'anti-Algérie,
instrumentalisant son cas pour servir des agendas politiques ou médiatiques. Pourtant, certains semblent bien plus informés que d'autres. À l'image de Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, qui, lui, doit connaître Sansal bien mieux que la plupart d'entre nous. Donc je suis surtout peiné pour Boualem Sansal et peiné par le fait que j'avais invité notamment à déjeuner Boualem Sansal avec le président Macron lorsqu'il était venu en visite officielle à Alger. Donc Boualem Sansal, comme Kamel Daoud, avait dit au président de la République: Monsieur le Président, nous sommes la voix de la France en Algérie et ne nous abandonnez pas. D'ailleurs, il a fait une déclaration pour le moins troublante sur un plateau télévisé français. L'Algérie empêche des agents de l'ambassade française à Alger d'aller chez Boualem Sansal à Boumerdès. Cette phrase, en apparence anodine, soulève des questions profondément inquiétantes. Pourquoi des agents de l'ambassade française chercheraient-ils à se rendre chez Sansal alors qu'il est en détention? Que pourraient-ils bien vouloir récupérer chez lui? Des documents compromettants? Des preuves d'une mission secrète? Ou simplement s'assurer que rien ne tombe entre de mauvaises mains? Cette intervention de Driencourt, loin d'être anodine, renforce l'hypothèse selon laquelle Sansal ne serait pas seulement un écrivain, mais peut-être un acteur bien plus central dans un jeu d'influence et d'intérêt géopolitique. Dans cette affaire, chaque détail compte, chaque déclaration prend une résonance particulière. Et lorsque des diplomates français cherchent à se rendre chez un écrivain emprisonné, on ne peut s'empêcher de se demander: que cherche-t-il vraiment? Et surtout, que craignent-ils de voir exposé au grand jour? Alors, Boualem Sansal, écrivain engagé ou agent manipulé? La question reste ouverte, mais les indices s'accumulent, dessinant une image de plus en plus troublante. Une chose est sûre, son histoire ne se résume pas à une simple carrière littéraire. Elle cache peut-être bien plus qu'on ne l'imagine. Et c'est ici que s'achève cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a apporté des éléments de réflexion et quelques réponses sur l'énigmatique Boualem Sansal. Son histoire, entre littérature, politique et zone d'ombre, ne laisse personne indifférent. Merci d'avoir prêté attention à cette enquête, qui soulève